Bonjour à tous, nous allons parler des limites et incohérences de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est souvent présentée comme un texte fondateur de la modernité politique et juridique, affirmant des principes universels de liberté, d'égalité et de souveraineté populaire. Inspirée par la philosophie des Lumières, notamment par Locke, Montesquieu et Rousseau, elle entend rompre avec l'Ancien Régime et poser les bases d'un nouvel ordre politique fondé sur la raison et les droits naturels. Toutefois, malgré son importance historique indéniable, la Déclaration comporte de nombreuses limites, incohérences et contradictions internes, tant dans son contenu que dans son application concrète. L'écart entre les principes proclamés et la réalité sociale, politique et coloniale de la France révolutionnaire révèle les ambiguïtés profondes de ce texte. Tout d'abord, la principale incohérence de la Déclaration réside dans sa prétention à l'universalité. Dès son préambule, elle affirme reconnaître des droits naturels, inaliénables et sacrés, appartenant à tous les hommes. L'article 1 proclame que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », formule qui semble englober l'ensemble de l'humanité. Pourtant, cette universalité est largement théorique. En pratique, une grande partie de la population est exclue du bénéfice réel de ces droits. Les femmes, tout d'abord, sont totalement absentes du texte, tant dans son vocabulaire que dans ses implications juridiques. Elles ne disposent ni de droits politiques, ni de véritable égalité civile. Cette exclusion est d'autant plus frappante que certaines femmes, comme Olympe de Gouges, dénoncent très tôt cette contradiction en rédigeant la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, soulignant le caractère partiel et masculin de la Déclaration de 1789. Cette contradiction entre universalité proclamée et exclusion réelle apparaît de manière encore plus flagrante dans la question de l'esclavage. Alors que la Déclaration affirme l'égalité naturelle entre les hommes, l'esclavage est maintenu dans les colonies françaises. Des milliers d'hommes et de femmes continuent d'être privés de liberté, de droits et de dignité humaine, en contradiction totale avec les principes révolutionnaires. Cette situation révèle une incohérence morale majeure. Les droits de l'homme sont conçus comme universels en théorie, mais conditionnés en pratique par la couleur de peau, le statut juridique et l'appartenance à l'empire colonial. La Révolution française, loin de libérer immédiatement tous les êtres humains, hiérarchise implicitement l'humanité. Une autre limite fondamentale du texte réside dans la confusion entre les droits de l'homme et les droits du citoyen. Si certains articles semblent concerner tous les êtres humains, d'autres s'adressent explicitement aux citoyens, c'est-à-dire à ceux qui participent à la vie politique. Or, la citoyenneté est elle-même restrictive. Le suffrage censitaire exclut les hommes pauvres, considérés comme citoyens passifs, qui ne peuvent ni voter ni être élus. Cette distinction crée une tension majeure avec l'article 6, qui affirme que la loi est l'expression de la volonté générale. En réalité, cette volonté générale n'est pas celle du peuple dans son ensemble, mais celle d'une minorité d'hommes propriétaires. Le texte proclame donc la souveraineté du peuple tout en limitant concrètement l'exercice. Cette incohérence est renforcée par la place centrale accordée au droit de propriété. L'article 17 qualifie la propriété de droit inviolable et sacré, lui conférant une valeur quasi absolue. Cette sacralisation révèle l'orientation profondément bourgeoise de la Déclaration. Si l'égalité est affirmée sur le plan juridique, aucune égalité économique ou sociale n'est envisagée. Au contraire, la protection de la propriété privée garantit la pérennité des inégalités de richesse. Ceux qui ne possèdent rien disposent théoriquement des mêmes droits que les autres, mais se trouvent dans l'incapacité matérielle de les exercer pleinement. La Déclaration confond ainsi égalité en droit et égalité réelle, ce qui constitue une limite majeure de son projet émancipateur. Par ailleurs, plusieurs libertés fondamentales sont formulées de manière ambiguë, voire contradictoire. La liberté d'opinion, de conscience et d'expression est reconnue, mais elle est immédiatement soumise aux limites fixées par la loi. Or, la loi étant définie comme l'expression de la volonté générale, elle peut légitimer des restrictions arbitraires. Cette conception ouvre la voie à ce que l'on peut appeler une oppression légale. Des atteintes aux libertés peuvent être justifiées dès lors qu'elles sont votées légalement. La Déclaration prétend protéger les individus contre l'arbitraire du pouvoir, mais elle ne prévoit pas de garantie suffisante contre l'abus de pouvoir exercé au nom de la loi. De plus, la Déclaration repose sur une conception très formelle de la liberté. Elle protège avant tout les libertés négatives, c'est-à-dire l'absence de contraintes imposées par l'État. Mais elle ignore les conditions matérielles nécessaires à l'exercice réel de ces libertés. Les droits sociaux sont totalement absents du texte.
Il n'est jamais question du droit au travail, à l'éducation, à la santé ou à l'assistance. Cette absence est lourde de conséquences, car elle signifie que seuls ceux qui disposent déjà de ressources économiques et culturelles peuvent réellement profiter des droits proclamés. Pour les classes populaires, la liberté demeure largement abstraite. Enfin, la déclaration souffre d'un optimisme excessif quant à la nature humaine et au fonctionnement de la raison. Elle suppose que la reconnaissance des droits suffit à garantir la justice et la liberté. Or, l'histoire révolutionnaire montre rapidement les limites de cette vision. La terreur, les lois d'exception et les atteintes massives aux libertés individuelles illustrent l'écart entre l'idéal proclamé en 1789 et la réalité politique des années suivantes. La déclaration ne parvient pas à prévenir ces dérives, ce qui interroge l'efficacité réelle de ces principes. En conclusion, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est un texte fondamental, porteur d'idéaux révolutionnaires majeurs, mais profondément marqué par les contradictions de son époque. Son universalité est plus proclamée que réelle, son égalité demeure formelle, et ses libertés sont fragiles et incomplètes. Elle constitue moins l'aboutissement définitif des droits de l'homme qu'un point de départ, un texte fondateur appelé à être corrigé, complété.